Bonjour les randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle publication. Le GR5, la grande traversée des Alpes. On continue l'aventure aujourd'hui avec la deuxième partie de mon récit du GR5. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite avant à aller la voir. Je te mettrai le lien juste en dessous de la publication pour que tu puisses la regarder, l'écouter avant de te joindre à moi dans la suite de l'aventure. Alors concrètement, dans la première partie de ce GR5, on avait déjà marché 7 jours ensemble. Je t'avais amené au son de ma voix traverser les Savoies en partant du lac Léman à Thonon-les-Bains, côté sud du lac, jusqu'à Montchauvin. On était passé par Anterne, on était passé par le massif du Mont-Blanc, et là on était arrivé au Montchauvin. À la fin de la dernière publication, le soir tombe, il y a des nuages orange électrique au loin avec des orages qui pètent sur la tête de nos amis randonneurs qui sont un jour de marche plus haut. Je m'endors dans ma tente tranquillement dans ce camping de Montchauvin avec une grande gratitude pour ne pas être sous les orages et une grosse fatigue physique parce que j'avais fait une belle journée quand même ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? Eh bien c'est reparti. On continue du Montchauvin, je vais aller planter la tente au soir du 8e jour jusqu'au Val d'Isère. Ouais, c'est ça. Et là, à nouveau, c'est reparti et je me ressens à nouveau bien dans l'ambiance de la montagne. C'est-à-dire que dans les Alpes, en gros, il y a des étages d'altitude. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, et ça fait 2 ans que j'ai traversé les Alpes sur le GR5 maintenant, mais en gros, à moins de 2000 mètres, peut-être 1800 à la louche, on arrive dans l'étage de pâture, donc la forêt, au début on a la vallée, cultivée, etc. Ensuite on a la forêt, ensuite on a l'étage de pâture, où il y a les troupeaux de vaches, de moutons, etc. Déjà là l'ambiance change. J'aime bien cette ambiance-là parce que c'est un petit peu plus calme. Il y a une végétation avec une odeur différente de la végétation en plaine, en climat tempéré, donc j'ai vraiment l'impression de rentrer par la vue, les paysages de la montagne, par les odeurs, par les sensations dans le monde de la montagne. L'étage au-dessus, à environ 2300 mètres à la louche, on va arriver dans l'étage minéral. Là, il n'y a plus que de la caillasse. Là, je comprends bien, on comprend bien en fait, même l'été, qu'ici, la vie pour les humains, c'est pas fait pour. C'est vraiment pas fait pour. Il n'y a que de la caillasse, il n'y a rien, il y a du vent, c'est là que c'est le plus exposé, etc. Et du coup, comment on peut dire, cet étage inconfortable, quelque part, c'est déjà la communion totale avec la nature, qui n'est pas conciliante, elle est juste ce qu'elle est. Parfois c'est magnifique, parfois c'est très dur. Et c'est également la promesse pour moi d'une certaine solitude que j'avoue rechercher quand je pars sur les sentiers, surtout sur des chemins de randonnée au long cours comme ça. C'est aussi pour me recentrer sur moi-même et me retrouver à un moment de nos vies très 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 chargées et sollicitées, seul. Donc je monte à nouveau au sud du Montchauvin et là j'arrive au col de... Ah, on ne me souvient plus son nom, mais le nouveau point le plus haut pour moi, le col du Palais, quelque chose comme ça, à 2500 et quelques mètres. Et après on redescend et là j'arrive quelque part auquel je m'attendais vraiment pas du tout. Parce que ce quelque part, c'est que j'arrive dans le domaine skiable et carrément dans la station de Tignes. Alors les Arcs, Tignes, tout ça, ce sont les vraiment hautes stations. On est à 2000 mètres, plus de 2000 mètres de mémoire. Tignes, elle est à 2100 au niveau du lac, hein, en centre-ville. Donc on est dans un temple en fait du tourisme de masse, un espèce de mélange entre un gros centre commercial, un gros parc d'attractions pharaonique, très haut en altitude, où sans chaîne logistique, il n'y a rien qui peut exister. Et là, moi qui étais parti marcher pour me retrouver sereinement dans la nature préservée, dans le calme, tout ça, j'arrive là-dedans en plein été. C'est une fourmilière. Déjà, le paysage est strié de remontées mécaniques partout, c'est pas super élégant. Il y a des gens qui font du VTT à fond la caisse, il y a des gens qui font du cheval, des gens qui font du tir à l'arc. Il y a même un golf à Tignes, un golf à 2300 mètres d'altitude. Il y a des espèces de, je sais pas le nom de ce truc, mais tu sais, l'espèce de grosses patinettes électriques avec des grosses routes 4x4 où il faut se pencher en avant pour que ça avance, et se pencher en arrière pour que ça freine, etc. C'est-à-dire que tu peux tout faire, il y a des possibilités de distraction partout, tout ce qui peut se vendre, tout ce qui peut se monétiser, tout ce qui peut sortir de la tête d'un marketeur, d'un entrepreneur dans le divertissement et le tourisme, ça existe, mais personne ne regarde, personne ne jouit de la montagne qui est autour.
Alors, je ne vais pas faire mon rabat-joie, et je vais pas cracher dans la soupe non plus, hein, parce que moi aussi, à un moment, au début dans ma vie, j'ai beaucoup adoré le fric, l'argent, travailler dur pour pouvoir me payer ce genre de choses, etc. Les sensations fortes, l'adrénaline, la vitesse, les bars, les boîtes de nuit, etc. Cependant, je suis arrivé, on va dire, à une overdose de toutes ces choses, en fait. Une overdose. J'ai fait une overdose de tout ça, et après 7 ans de carrière dans la banque, concrètement, au début de ma vie, j'en pouvais plus. Et c'est pour ça que je suis parti marcher 5000 km la première fois dans ma vie. C'est aussi pour ça, c'était aussi une overdose de notre civilisation, entre guillemets. Alors, j'étais dans la montagne, je commençais à me sentir bien, pâture, étage minéral, et là je retombe à Tignes. Ouh, ça m'a fait un drôle de truc. Alors attention non plus, hein, j'ai rien contre Tignes en particulier. C'est l'excès de notre monde en fait, l'excès du divertissement qui m'a fait faire une overdose. Et c'est-à-dire qu'à un endroit magnifique qui est la montagne, on réinvente la même folie que dans les grosses villes en fond de vallée, et il y a des milliers de gens qui payent, je sais pas, 800, 1500, 2500 euros la semaine une location pour un petit appart pour faire toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir avec la montagne, au lieu simplement, gratuitement et de manière illimitée, juste partir marcher dans le calme pour se ressourcer. Alors, je ne fais pas la guerre contre la société de consommation, etc. Cependant, je t'invite, si tu ne l'as pas encore déjà pratiqué, toi aussi, à couper avec tout ça, ne serait-ce que quelques jours, ne serait-ce que quelques heures, et partir dans la montagne seul pour vraiment y trouver ce qu'il y a à trouver. C'est peut-être un petit peu, on va dire, intellectualiser ce que je suis en train de dire. Mais en fait, dans un premier temps, oui, ça peut être intellectualisé, mais il y a quelque chose de psychologique, voire inspirationnel, peut-être même du spirituel qui se cache derrière. Je te laisse le soin de vivre ta propre expérience. Moi, au bout de 15 000 km de marche, j'ai commencé à vivre ça, et waouh, ma vie a atteint une profondeur et commence à avoir un niveau de sérénité qui n'est pas possible d'avoir dans le monde normal, entre guillemets. Allez, j'arrête mon petit coup de gueule sur Tignes et notre monde, et on redescend dans la vallée de l'autre côté, c'est très très bien, j'arrive à Val d'Isère, je me planque dans un petit bois et je dors à Val d'Isère en entendant le coulis de la rivière, ça c'est quelque chose également que j'adore pour bien dormir. Allez, c'est parti pour un 9e jour de marche, et oui, on continue vers le sud. Destination, le col de l'Iseran. Alors à la montagne, comme d'habitude, ça monte, ça descend, après avoir redescendu de Tignes jusqu'à Val d'Isère. Val d'Isère qui est quand même haut en altitude, hein, je crois qu'on est à 1800 mètres dans le patelin, donc on est quand même déjà très haut. Mais on remonte, destination, le point haut du GR5, le point le plus haut en altitude de tout le GR, c'est le col de l'Iseran à 2764 mètres. Col de l'Iseran, là j'arrive, waouh, tout est minéral, il n'y a que de la caillasse. Il y a une route pour passer le col. Sur le col, on a construit une église, Notre-Dame de toute prudence. Et là, il y a une vue magnifique qui s'offre à mes yeux. Alors, je la contemple, je me nourris à nouveau de tout ce que j'ai pas pu me nourrir la veille dans les grosses stations de ski. Et je me planque dans les contreforts de l'église pour manger mon petit-déj à l'abri du vent, parce que ça souffle quand même pas mal là-haut. Mais j'ai eu la chance d'y arriver en fait par un temps parfaitement clair, avec une visibilité sur les cols au loin vraiment exceptionnelle. On descend l'Iseran et puis on va aller dans le Val d'Arc. Là, petite anecdote, c'est la seule fois pendant mon GR5, pendant les 20 jours de marche, enfin 18 jours de marche, que j'ai perdu la trace du GR5. À l'époque, je n'utilisais pas encore les outils comme Iphigénie, par exemple, qui sont extraordinaires pour bien se repérer. Je n'utilisais pas de GPS, j'y allais à la carte. Bon, donc il se trouve que j'ai perdu la trace, et au lieu de suivre le GR5 en fait, qui reste en altitude et qui longe la vallée de l'Arc par le haut, je descends sur le GR5E, à Bonneval-sur-Arc, après Lens-le-Villard, etc., en fond de vallée. Mais bon, c'est pas du tout un regret, parce que également on se retrouvait dans cette petite vallée des merveilles, là, tout était beau, c'était joli, c'était mignon. C'est une ambiance un peu différente. Moi, montagnard, du coup, j'étais pas dans la caillasse là-haut à traverser à gué toutes les rivières, j'étais en fond de vallée, mais j'avais ces deux versants de montagne autour de moi, la forêt, c'était aussi extraordinaire. Et j'ai planté le bivouac à la nuit tombante au Collet. Le Collet, c'est juste avant que le GR5E et le GR5 se rejoignent, justement pour remonter en altitude.
Donc je trouve un petit bois, je planque le bivouac et là j'ai signé mon 9e jour de marche. Le lendemain, 10e jour de marche, destination le sud vers Modane. Et oui, et je commence à sentir significativement en fait la variation de climat. Alors moi je suis un homme du nord de la Loire on va dire. Je suis né entre la Champagne et la Bourgogne, sur la frontière entre la Champagne et la Bourgogne. Donc de la gelée, des vrais hivers, de la neige, du brouillard, du froid, de la pluie, etc. Et du coup, quand je suis en Savoie, que ce soit Haute ou Basse-Savoie, appelons-le les Savoies, avant qu'ils ne faisaient qu'une, eh bien, je me sens un peu chez moi, quoi. Il pleut, il y a du brouillard, tout c'est bien vert, donc je m'y retrouve. Là, on commence à s'approcher, où on est peut-être même déjà dans le Dauphiné, dans l'ancien Dauphiné, c'est même sûr, et il y a déjà quelque chose qui se passe. C'est un petit peu plus chaud, un petit peu plus sec, la végétation commence déjà un petit peu à changer. L'ambiance géologique, végétation, température, climat change, et c'est très sympa, je trouve, de vivre ces changements climatiques au rythme de tes pas, avec tes propres jambes. Je trouve que c'est toujours une expérience enrichissante à vivre au moins une fois dans sa vie. Et puis on diminue, et là en fait on va bientôt arriver à Modane. Modane où je dors, je plante le bivouac dans une forêt, pareil, sur le versant sud de Modane. Et là, je décide à ce moment-là d'organiser en fait un week-end de repos avec mon ami de l'époque. Et du coup, le plan, c'est qu'elle descende de Paris pour arriver dans une ville où il y a suffisamment de trains de Blablacar, d'infrastructures, etc. pour faire un truc civilisé. Et moi, il faut que j'arrive au même moment, au même endroit, à peu près. Donc on se dit rendez-vous à Briançon dans 36 heures. Elle arrive le surlendemain à midi. Alors on convient le rendez-vous, tout ça, elle trouve son Blablacar, son train. Et là en me couchant, je me dis putain, Modane-Briançon en 36 heures, va pas falloir chômer, quoi, va falloir y aller. Donc le lendemain, je me lève tôt, comme d'habitude, peut-être un petit peu plus tôt même, et je me dis, 36 heures, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais déjà oui, je suis un garçon optimiste dans la vie est quand même beaucoup plus belle comme ça. Et l'idée de retrouver une copine après 10 jours à marcher tout seul dans la montagne, ça pourra peut-être me motiver un petit peu à accélérer la manœuvre. Et effectivement, je crois que j'ai fait des belles journées de marche encore à ce moment-là. Le soir, donc Modane, je remonte, je redescends à Névache, je remonte derrière sous la pluie jusqu'à arriver au lac de Cristal. Je crois que c'est le lac de Cristal, hein, sur le GR5C. Et là, je refais un petit bivouac d'altitude comme j'aime. J'adore les bivouacs d'altitude. T'imagines, t'arrives au soleil couchant entre deux montagnes. On est à 2250 mètres d'altitude de mémoire. Dans la pâture à moutons, dans de l'herbe bien grasse, pour planter la tente, c'est super confortable, tu dors trop bien. Il y a cette odeur de végétation typique de là-haut, cette ambiance de la montagne. Et là, sérieux, si je ferme les yeux, et c'est comme si j'y étais encore, je peux ressentir les odeurs, je peux sentir la petite bise, tu sais, de montagne qui souffle, le petit fond d'air frais, entendre le silence de la montagne. Ah putain, c'est toujours des moments que j'adore. Les bivouacs d'altitude, j'adore ça. J'ai un petit peu de voisinage, mais pas trop quand même. À l'opposé du lac de Cristal, il y a un papa et son gamin de 7-8 ans qui viennent de Briançon, je crois, et qui sont passés venir un week-end à la montagne, tous les deux, entre père et fils, etc., etc. Le soleil se couche, je m'endors paisiblement, et le matin je me lève à la fraîche. Avant l'aube, j'ai mis un réveil. Je suis parti à la frontale ce matin-là parce qu'il fallait que je sois avant midi en gros à Briançon. Quand on regarde la carte, fallait se lever tôt, quoi. Et là c'est parti, je passe la porte, donc le col, je commence à redescendre. Et à cette époque-là, à nouveau, je n'utilisais pas encore les GPS, donc sur mon fond de carte, j'étais un peu limité. Et il y avait des variantes de GR5 partout. GR5, GR5C, GR5C variante. Ah, j'étais un peu perplexe, un peu perdu, on va dire. Pas perdu, mais désorienté. Et du coup, je me dis, j'en prends un, puis j'y vais. Et je prends le GR5C variante. Heureusement que je ne savais pas ce que ça voulait dire, parce que j'ai un petit peu le vertige, et je ne l'aurais pas pris en sachant cela. Mais ça s'est vraiment superbement bien passé. En fait, en prenant le GR5C, j'ai pris le GR5C variante par la ligne de crête. La ligne de crête, la crête de Pérol, jusqu'à la croix de Toulouse, en fait, qui redescend vers Briançon. Donc, ça veut dire que tu as le trou de la vallée qui descend jusqu'à Briançon d'un côté, donc 1500 mètres de démoin peut-être, un trou de l'autre, et t'es juste là, le soleil est en train de se lever, il n'est pas encore levé, et t'es juste sur le fil, la pointe de la montagne, et t'avances comme ça.
j'ai un petit peu le vertige. Je venais de croiser un patou, le dernier patou juste avant le crête au col, qui était un petit peu nerveux ce matin. En même temps, les patous, quand tu les arrives, quand tu approches leur troupeau la nuit, ils sont un petit peu plus nerveux parce que les prédateurs, hein, la prédation, quel que soit l'animal qui fait la prédation, ça se passe statistiquement la nuit. Donc le patou, il voit un mammifère, un gros mammifère approcher de son troupeau la nuit, il est vénère, quoi. Donc il m'avait mis un petit peu la pression, on va dire. Mais ça s'était bien passé, il n'y a pas eu de blessure, pas d'attaque, mais il m'avait bien fait comprendre qu'il était chez lui, qu'il fallait que je fasse un gros détour. Donc j'ai un peu la pression et j'arrive là sur la ligne de crête. J'avais pas encore pris mon petit déj, je commençais l'hypoglycémie, je commençais à avoir les jambes qui tremblotent un petit peu. Donc j'ai pris mon petit déj et tout s'est bien passé. Attention, je fais pas l'apologie de la prise de risque, etc. J'ai un vertige. J'ai pris la décision dans ma vie d'aller vers mes peurs pour m'élever. Et en affrontant mes peurs, notamment mon vertige, je deviens un homme meilleur. Mais s'il y a vraiment danger trop réel, trop fort, je sais faire demi-tour aussi. Prends soin de toi quand tu pars en montagne. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir pris ce GR5C variante sur la ligne de crête au nord de Briançon, parce que sérieusement, c'est mon plus beau moment du GR5. C'est magnifique. Le soleil se levait, temps parfaitement clair, sur la ligne de crête, magnifique. D'ailleurs, si tu comptes faire ton GR5 ou refaire cette portion du GR5, ou refaire ton GR5 en entier d'ailleurs, tu fais ce que tu veux, c'est tellement extraordinaire. Je te conseille, si tu n'as pas trop le vertige, par temps clair, vraiment de prendre ce GR5C variante au nord de Briançon, elle est exceptionnelle. D'ailleurs, si tu prépares ton GR5, je t'aiderai avec plaisir à le préparer. Et pour ce faire, j'ai créé la formation GR5. Concrètement, après avoir parti marcher 15 000 km, avoir fait le GR5, le Tour du Mont Blanc, le GR20, la traversée de la Corse, la traversée des Pyrénées, d'une douzaine de pays en Europe, tous les massifs montagneux de l'ouest de l'Europe, etc., je suis devenu, je suis tellement passionné que j'aime aider les passionnés de randonnée comme toi à bien se préparer avant de partir. Une bonne préparation, c'est la garantie, quelque part, de passer un bon moment et de réduire un maximum le risque de blessure sur les sentiers. J'ai rencontré des milliers de randonneurs sur les sentiers, je n'ai rencontré des milliers de blessés, à chaque fois pour les mêmes petites erreurs, notamment à la préparation ou au manque de préparation, alors que quand tout se passe bien, on vit un moment extraordinaire. Quand on a une blessure, quand ça se passe mal, on vit un moment merdique. Donc, j'utilise aujourd'hui ce moyen de la formation en vidéo pour partager un condensé de 15 000 km de trek en solo, en autonomie complète, plus ma passion qui va avec le maximum de randonneurs, de randonneuses pour bien que tu te prépares avant de partir. Tout ça se passe sur mon site, lebanquierrandonneur.fr, dans l'onglet formation, la formation spécifique du GR5. Et je déballe tout mon matériel, voir ce qu'il faut prendre avant de partir. On fait un module entier sur la préparation physique. Faire des journées, des grosses journées comme ça avec des gros dénivelés, ça se prépare physiquement. On voit également les connaissances de base à avoir en montagne, la gestion des orages, etc. etc. Également tout l'aspect logistique avec la liste des ravitaillements, le profil altimétrique du GR5, les cartes, les outils à utiliser pour naviguer, etc. Je redescends gentiment et j'arrive à Briançon, à peu près vers midi. Donc j'ai gagné mon pari, je reçois mon ami, on passe un bon moment. Donc il y a l'après-midi et le lendemain, on passe un jour et demi en fait ensemble à Briançon, qui est une ville vraiment extraordinaire, c'est magnifique. À l'époque, je cherchais à m'installer près de la montagne. Briançon était une des villes dans le top 3 des villes candidates à mon installation pour être proche de la nature. C'est merveilleux. L'hiver, tu as un gros enneigement avec tous les jeux de ski, de balade, de randonnée en raquette, de grand froid qu'on peut faire. L'été, c'est le Dauphiné, donc il fait très chaud. Il y a un climat ensoleillé, etc. C'est une ville magnifique. Il y a la forteresse de Vauban à visiter. On est parti faire un petit tour. Enfin, vraiment un bon moment. Et le 14e jour, c'est parti, on y va, je repars. Alors là, un jour et demi de pause. Bon, je sentais que mon corps commençait à fatiguer au bout de 12 jours de marche. Surtout qu'à la fin, attends putain, c'était quand ça? Mais justement, c'est le lendemain. Entre Modane et Briançon, j'ai un peu carburé. Et là, je me repose. Le premier jour, mon corps, à chaque fois qu'il comprend que j'offre du repos, il se rouille, je suis courbaturé de partout. Mais sur le lendemain, je me réveille frais comme un gardon, rempli d'énergie, de motivation. Et puis, j'envoie du lourd parce que bon... après un temps de repos, j'ai envie de me défouler. Je suis un garçon avec beaucoup d'énergie à cette époque en moi. J'ai besoin de me défouler sur les sentiers. Donc je marche 38 km dans la journée, 2400 mètres de D+, et 1900 mètres de D-.
Donc je fais une belle journée, quoi, tout ça en montagne. Attention, sans préparation physique, faut pas faire ça, hein. C'est le clash assuré, c'est la blessure assurée. J'avais une grosse préparation physique avant de partir faire mon GR5 et le TMB et le GR20 d'affilée. Donc c'était possible pour moi. Par contre, en marchant beaucoup comme ça, moi je suis passé par Château Queyras, je suis passé par des endroits très érodés dans la montagne qui faisaient des paysages waouh, que j'avais jamais vus, vraiment uniques. Et ça, là-dessus, je prends assez de recul aujourd'hui. Parce que quand j'ai commencé la randonnée, j'étais un jeune homme bourré d'énergie qui avait envie de se dépenser. Et au lieu de la dépenser à faire ce que le monde moderne nous propose de faire, comme à Tignes par exemple, j'ai décidé d'arrêter un petit peu ça et de partir marcher tout seul. Ce qui est en soi très sain physiquement, psychologiquement, etc. Enfin, du moins, c'est plus sain qu'autre chose. Et ça fait que je comprends complètement en fait les randonneurs, notamment les jeunes hommes, qui ont beaucoup d'énergie à dépenser et qui ont peut-être un petit côté, avouons-le, challenger. Je pars faire mon GR5 pour le faire en 18 jours, en faisant 35 km par jour, 1800 mètres de D+, nanani nanana. J'étais l'un d'eux il n'y a pas si longtemps que ça, je comprends complètement l'envie et le goût de la satisfaction de la performance et plus que cela de l'accomplissement de soi par rapport à cette performance. Et quand j'étais comme ça, il y avait beaucoup de randonneurs qui me disaient n'importe quoi, la randonnée ça allait lentement, etc. Effectivement, avec le temps, je comprends et je deviens de plus en plus ce type de randonneur qui ralentit et qui l'expérience, qui au lieu de se focaliser en fait sur les kilomètres, se focalise sur l'expérience d'être là et s'il le faut, et pourquoi pas prendre son temps. Et ça, je l'ai compris sur le tard, il m'a fallu marcher 12 000 km. Au bout de 12 000 km de marche, je me suis dit « Oh, c'est beau ici, on est bien, c'est joli, et si je ralentissais un petit peu ?» Mais je suis un garçon un peu lent à comprendre, on va dire, il m'a juste fallu 12 000 km pour comprendre ça. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis peut-être entre deux âges, quelque chose comme ça, ce qui fait que je comprends les randonneurs qui ont notamment envie d'aller dans la nature, pour le côté challenge sportif et se défouler un gros coup. Et je comprends également les randonneurs qui sont là pour juste jouir de la nature, quoi. Ce qui fait que je m'entends avec tout le monde sur les sentiers et c'est toujours un plaisir de rencontrer les randonneurs, les randonneuses que j'y croise. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, voilà. D'ailleurs, je dis 12 000 km. À 12 000 km de marche, j'étais au milieu de la Norvège, j'étais sur l'expédition Paris-Cap-Nord à cette époque-là. C'était l'année d'après que j'ai fait mon GR5. Il y a une espèce d'inspiration, une révélation qui m'est tombée dessus, tu vois, au bout de 12 000 bornes. Tu sais, boum. En fait, plus je marche, moins je marche vite. Mais à nouveau, on a chacun une quantité d'énergie à dépenser avant d'accepter de prendre son temps. C'est tout à fait normal, il n'y a aucun jugement là-dessus. Je comprends complètement la démarche. Allez, on passe sur un 15e jour de marche. Ouh là 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 là, oui. Donc là, on a dormi à Seilhac ce soir-là. Et là, c'est reparti vers le sud, je continue. Et je marche toute la journée, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça remonte. Et à un moment, j'arrive à un endroit un peu curieux. Un endroit avec un fort en ruine. Un fort de l'armée en ruine. Alors, il y a une ambiance un petit peu lourde. J'arrive à l'entrée du fort, je passe la tête pour voir, tu vois. Là, c'est carrément sinistre. Tu vois, un petit peu comme dans les westerns, où tu vois la ville fantôme avec la porte du saloon qui claque dans le vent, la boule de paille, tu vois, qui traverse la rue, et un petit coup d'harmonica et une musique d'Ennio Morricone dans le fond, avec le mec qui arrive dans la ville comme ça, tu vois. Je me sens un peu le cow-boy qui arrive dans la ville fantôme. Sauf que là, c'est un fort en ruine. Donc, en plus, le fort, c'est la guerre, il y a les soldats, il y a les prisonniers, il y a de la torture. Waouh! Et là, j'ai vraiment une impression d'ambiance merdique. Alors, je me barre vite fait de là, je monte au col, donc je vois le fort d'en haut. Je vois qu'en haut, sur la pointe, il y a la batterie de Vires qui est là, donc un fortin avec des canons braqués sur l'Italie, au cas où il y a une armée italienne qui envahisse la France. Dans le contexte de l'époque, ça se comprenait. Qu'on s'amuse à construire des forts près de 3000 mètres d'altitude en montant la caillasse, le mortier et les maçons à dos de mulet. C'était quand même un sacré travail. Je redescends un peu, il y a un plat. Soit je redescends sur l'arche, mais il est vraiment tard dans la journée, j'en ai plein les pattes, j'ai bien marché. Soit je me pose là, sur le petit plateau. Donc je me pose au bord du plateau. Bon, la vue est sympa. Et là, il y a un vent terrible qui arrive.
la température chute d'un coup, ça secoue la tente, je vais me payer une gelée blanche, donc à 0 degré cette nuit-là. Donc je me planque dans ma tente pour manger parce que le froid commence à engourdir mes doigts à l'extérieur, c'est insupportable. Je mange allongé, comme j'ai appris à le faire, pour manger dans ma tente tunnel en me protégeant des éléments. Et là, j'essaye de commencer à dormir, mais le sommeil ne vient pas. Là, j'ai du mal à dormir, je suis pas bien. Déjà, physiquement, je suis pas bien, psychologiquement, je suis pas bien. Au milieu de la nuit, je réussis à m'endormir, mais tout ça en fait pour me réveiller après un cauchemar, tu vois, en sueur. C'est vraiment le réveil de merde, quoi. Hein. Je me réveille en sueur. Et dans ce cauchemar, en fait, j'avais l'impression, la forte impression, d'être la proie de quelque chose qui arrive, tu vois. Et au moment où il arrive sur moi, oh, je me réveille en sueur dans ma tente, dans mon duvet, tu vois. Et impossible de se rendormir jusqu'à l'aube. Et alors, même si c'était presque une nuit blanche, que j'étais courbaturé de partout, que j'étais pas moralement super, j'étais bien content de plier mon campement, même si c'était très tôt le matin, tu vois, pour quitter cet endroit à moitié maudit. Et je me barre. J'arrive à l'Arche. Bon, j'arrive tellement tôt du coup que le ravitaillement n'est pas ouvert. Donc bon, je me dis c'est pas grave, je trouverai à manger plus tard. Je continue, etc. Plus tard dans la journée, je regarde ma carte et en fait, j'apprends, je n'avais pas regardé au point topo du soir où j'étais, j'apprends que j'étais en fait au col de la Malmort et que j'ai dormi à la Malmort. La Malmort. Déjà mourir, beaucoup d'entre nous ont une petite appréhension. Mais mal mort, c'est mal mourir, tu vois. T'imagines la galère. Donc, je me suis dit, plus jamais dans ma vie, plus jamais je dors à un endroit qui s'appelle mal mort ou mort je sais pas quoi, parce que si les anciens ont donné un nom aussi pourri, aussi moody, c'est peut-être qu'effectivement, c'est pas un bon endroit. Ça me rappelle l'histoire, une anecdote d'un pote qui était parti faire la traversée de la Norvège également, qui avait dormi à un endroit mais super mal, avec ce même genre de ressenti. Et le lendemain, il a croisé un Sami, donc un éleveur de rennes en fait, dans le grand nord norvégien, qui lui dit « Ah ouais, mais là-bas, c'est normal que tu n'aies pas dormi, faut pas dormir là-bas, il y a des mauvais esprits. Ah. » Donc, ma foi, j'ai peut-être été visité par les mauvais esprits de Malmort. Mais j'ai refait en fait la même erreur. Je m'étais promis plus jamais, non, jamais je dors dans un endroit qui s'appelle comme ça, la mort. Un an plus tard, sur mon expédition Paris-Cap-Nord, je pars de Paris, quelques jours plus tard, j'arrive près de Maroilles, et là je plante la tente, je plante le bivouac dans la belle forêt que je vois. Je regarde pas, à nouveau, je fais pas le point topo, je regarde pas où je suis, je dors mal avec cette même sensation, pas aussi cauchemardesque, pas aussi violente, mais cette même sensation de pas être bien, tu vois. Et en plus, la forêt était bourrée de sangliers. J'étais en train de dormir dans la forêt de Mormal. Donc j'ai eu la chance dans ma vie de randonneur de dormir à Malmort et à Mormal. Je te rassure, je suis encore vivant, mais j'ai passé 2 nuits merdiques. Et le lendemain, j'ai croisé un habitant du coin qui me dit « Ah ouais, mais faut pas dormir dans cette forêt. Elle est infestée de sangliers. En plus, une histoire de trafic de camions de sangliers d'élevage polonais ramenés pour les grandes chasses, etc. » Enfin, une sombre histoire. Bref, la Malmort, je te conseille de ne pas y dormir. Je te conseille, avant de planter le bivouac, de bien sentir l'endroit. Si tu le sens pas, de te barrer. Et si tu vois sur la carte quelque chose comme Malmort ou Mormal, de te barrer de cet endroit pour sauver la qualité de ta nuit. Alors aujourd'hui, je t'ai emmené avec moi au rythme de ma voix à faire encore un petit bout de plus du GR5, cette fameuse traversée des Alpes. Le GR5 alpin, à nouveau, c'est vraiment un des plus beaux, un des plus grands GR de France en termes d'expérience. J'en ai fait beaucoup. Le GR5 qui est vraiment quelque part dans mon cœur ici. Et la première partie, on avait marché 7 jours ensemble, on a marché un petit peu plus. Dans la prochaine partie, dans la 3e et dernière partie du récit de mon GR5, dont je mettrai le lien en description de cette publication lorsqu'elle aura été publiée, eh bien, on ira traverser le Mercantour. Parce que là, à la fin de cette histoire, on va bientôt arriver à Saint-Étienne-en-Timée, on va arriver au Mercantour, qui est un endroit vraiment magnifique également. Beaucoup de randonneurs qui ont fait le GR5 d'ailleurs ont comme endroit préféré le Mercantour. On y va bientôt, et une fois qu'on aura traversé le Mercantour, je te promets même qu'on ira se baigner dans la mer Méditerranée pour prendre un bon bain d'eau chaude après ce mois passé en haute montagne. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'invite à liker, à t'abonner, à me mettre en commentaire ce que tu as apprécié dans cette publication, ce que tu as moins apprécié. Et dans tous les cas, moi je te dis à très bientôt sur une nouvelle publication. Salut!